Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nostalgie. Nous allons parler d'une Madeleine de Proust. Nous allons parler de quelque chose que nous ne connaîtrons peut-être plus euh, et qui, même moi, m'émeut de mes tendres années de militantisme. Je veux bien sûr parler d'un amour perdu, le référendum à la française. Et oui, depuis 2005, nous n'en avons pas et je ne suis pas certain que nous en aurons. Et justement, c'est le point aujourd'hui étudié, soulevé et détaillé dans le dernier ouvrage de notre invité, Guilain Benassa. Bonjour. Bonjour. Alors, le Cercle Aristote, on se connaît déjà. Vous êtes l'un des seuls juristes, avec quelques historiens du droit, à avoir eu le courage de vous attaquer au mythe de l'état de droit. C'était votre ouvrage précédent que que je ne saurais trop recommander, qui est d'ailleurs dans la même maison d'édition, les courageuses éditions Toucan l'Artilleur, que celui que vous nous préparez, que vous avez préparé, que vous nous présentez aujourd'hui, donc le référendum impossible. Et justement, je vais sans plus tarder vous laisser la parole pour que vous détailliez votre sujet avant de vous interroger dessus sur ce référendum, sa disparition dans notre droit positif, sa quasi-disparition, et pourquoi cette disparition fut si dommageable à la démocratie française. Je vous laisse la parole. Tout d'abord, merci beaucoup Pierre-Yves pour l'invitation. Alors effectivement, je pense que me concernant, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais me concernant, j'ai envisagé le référendum sous l'angle, bon, déjà de sa problématique française, hein, vraiment, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas depuis 20 ans, hein, question toute simple et aux multiples réponses possibles. Et puis, vous avez eu la gentillesse de rappeler à l'instant que c'était, je reviens vous voir aujourd'hui après l'état de droit, parce que j'avais conclu mon totem de l'état de droit, je l'avais conclu avec une sorte de supplique pour en revenir à la démocratie, qui me semble être absorbée aujourd'hui par la question de l'état de droit, alors que c'est je veux dire, l'état de droit est un subalterne, ni plus ni moins que la démocratie, non pas l'inverse. Et je m'étais justement arrêté là-dessus en me rappelant à la fin de mes dernières pages, en quelque sorte, c'est le tome suivant, hein, le référendum en quelque sorte. Le référendum, c'était de me demander si finalement l'une des portes de sortie, c'était pas d'essayer de revivifier le référendum pour limiter la casse, j'ai envie de dire, de l'état de droit, puisque en gros, hein, je fais simple, mais l'état de droit, c'est le couvercle posé par les juges, un couvercle aujourd'hui très tenace, et le référendum est une façon de, a priori, en tout cas, faire ôter le couvercle, faire sauter le couvercle, quelque chose comme ça. Et donc, j'étais parti de cette idée toute simple, c'est comment est-ce qu'on on conçoit le référendum, est-ce qu'on peut ou non l'utiliser pour faire sauter ce couvercle, comment ça marche, quelles sont les perspectives, et en plus mettre ça évidemment en relation avec l'actualité, puisque ça fait maintenant grosso modo, hein, je caricature un peu, mais ça fait environ un an qu'on parle de référendum, à peu de choses près, hein, le Rassemblement national en parle, les LR en parlent, le Macron en a parlé sans vraiment en parler, tout en parlant, c'est-à-dire en envisageant le référendum pour mieux l'abandonner aussi vite sorti des cartons. Donc en fait, c'est une arlésienne depuis un an, et ça me semblait intéressant de revoir, voilà, pourquoi cette arlésienne est là, qu'est-ce qui en fait sa nature, et est-ce qu'on peut ou non l'envisager. Donc c'était un peu le point de départ, hein, j'allais dire historique et actualité du référendum. En fait, euh, et l'histoire est assez simple en réalité, et elle est à la fois sommaire et évidente. En fait, le référendum, c'est un outil clair, simple, solide, évident. J'allais dire le plus évident possible, c'est-à-dire que finalement, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est que le référendum, c'est l'antithèse de ce qu'on nous fait aujourd'hui. C'est l'antithèse de la démocratie d'experts, c'est l'antithèse de la complexité, c'est l'antithèse de la liquidité du monde, c'est l'antithèse des impossibilités d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le référendum, pour en revenir à des choses simples, c'est une question avec une réponse par oui ou par non, éventuellement un texte annexé à la question posée, hein, c'est le cas notamment des référendums du général de Gaulle, hein, pas que, mais notamment. Et donc c'est une façon voilà, solide, c'est-à-dire, j'allais dire univoque, de poser la question au peuple. Et c'est tout l'enjeu pour moi de cette question, c'est que le référendum reste, quand bien même on n'en a pas
depuis 20 ans, reste une façon d'envisager de ne pas faire taire le peuple, de donner au peuple la parole. Donc je partais de ce principe-là qui est, est-ce qu'on peut revivifier un instant aussi simple? Est-ce qu'on peut lui redonner ses lettres de noblesse? Est-ce qu'on peut en rappeler l'origine et surtout voir pourquoi est-ce qu'il est devenu interdit? Parce que vous avez raison de rappeler que le titre de mon livre, c'est le référendum impossible, que j'aurais pu appeler aussi le référendum interdit. Et le sous-titre de mon bouquin, c'est comment faire taire le peuple, parce que les deux sont liés. C'est que interdire le référendum, c'est briser la parole du peuple, interdire la parole du peuple. Alors, ça, c'est le constat, ou plutôt, c'est pas le constat, c'est le point de départ de mon interrogation. En fait, ce que j'ai tenté de faire dans mon bouquin, au, simplement, et qui a été un petit peu aussi l'objet de mon totem de l'état de droit, c'est vous savez, c'est de rappeler des querelles de juristes, rappeler des querelles de philosophes, rappeler des débats, j'allais pas dire d'experts, mais d'initiés en tout cas, mais les rendre les plus évidents, les plus limpides, les plus accessibles possibles, parce que c'est une histoire qui nous intéresse tous, et c'est une histoire fondamentale à mon sens, parce que les 70 dernières années ou les 80 dernières années, j'allais dire, je simplifie, mais pas du tout. C'est vraiment une histoire de 80 années. En fait, ces 80 années, c'est l'histoire d'un ensevelissement du référendum, un ensevelissement progressif dont le coup de poignard de 2005, c'est-à-dire la Constitution européenne, n'est pas un coup de Trafalgar ou une surprise absolue. C'est en fait la fin de parcours d'un instrument, le référendum, qu'on a voulu faire disparaître sciemment, parce qu'en fait, on n'en a jamais voulu, pas vraiment en tout cas, si ce n'est évidemment le général de Gaulle, je vais y revenir, mais en réalité, on a, si vous voulez, on a porté au nu, on a l'habitude de porter au nu un instrument fondamental, j'allais dire sacré quasiment, mais qu'en réalité, contre lequel ou pour lequel certains sont battus, parce que l'immense majorité des politiques n'en ont tout simplement jamais voulu depuis l'origine. Donc c'est vraiment il faut faire une contre-histoire, j'allais dire, du référendum pour se rendre compte, quelque part, que de toute façon, si aujourd'hui, en 2023, on nous empêche de référender sur l'immigration, et je vais en reparler, par le biais de plein de complexités, complications, etc. Vous savez, c'est comme d'habitude toujours plus compliqué que ça en a l'air. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'on peut rien faire parce que c'est trop compliqué. Je vais vite, mais c'est grosso modo la fable qu'on nous vend. Je me suis vite rendu compte qu'en réalité, cette fable méritait de nous attarder sur l'intégralité de l'histoire de 1958 à nos jours, donc de l'avènement du général de Gaulle j'allais dire, à la fin de, à la j'allais dire aujourd'hui à l'avènement, mais c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais à la survenance de Gabriel Attal Premier ministre, puisqu'il vient d'être nommé à l'heure où on se parle. Et c'est comment finalement le référendum durant cette période a connu beaucoup plus qu'on ne l'imagine un chemin de croix. C'est ce chemin de croix que j'ai essayé de parcourir, et c'est à l'aboutissement de ce chemin de croix que j'essaye de susciter, j'espère, quelques interrogations pour lui permettre, du moins, pourquoi pas, ou alors peut-être faire peut-être est-ce que je fais preuve de trop de comment dire de peut-être suis-je trop ingénu ou optimiste, mais j'espère qu'on aura quelques pistes et quelques indices pour tenter de le remettre en avant, ce référendum. Donc ce chemin de croix, parce que c'est ça, c'est un chemin de croix. Ce chemin de croix, il est extrêmement, il est lapidaire. Il contient quelques stations fondamentales, mais surtout, il souligne combien, depuis le début, les mêmes qui ne voulaient pas du référendum sont les mêmes qui aujourd'hui ne veulent toujours pas du référendum. Il n'y a pas de changement là-dedans. C'est-à-dire que c'est une histoire assez simple d'une envie farouche de l'enterrer ou de ne pas le voir survenir, ou alors quand il survient, de tout faire pour le contester. En gros, c'est quoi? Prenons l'histoire dans ses grandes lignes. En gros, évidemment, le référendum ne naît pas avec le général de Gaulle. Je sais bien, et je prétends pas le contraire, mais il n'empêche, et c'est l'histoire française, c'est qu'en fait, l'homme qui a tenté de légitimer, de, de mettre en valeur et de faire du référendum le bras armé de nos institutions, c'est le général de Gaulle. Alors, avec ça, on a tout, on n'a rien dit, mais c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une présentation sommaire que je décris quand même plus dans mon livre. En fait, l'avant général de Gaulle est une période extrêmement compliquée, depuis la Révolution française jusqu'au général de Gaulle, parce qu'au 19e siècle, tout le long du 19e, notamment de par l'utilisation de Napoléon III, mais c'est pas la seule occurrence. En réalité, on a confondu longtemps référendum et plébiscite, ce qui fait que le référendum a soutenu ou a plutôt dû supporter une mauvaise réputation qui continue à se prolonger, et j'y reviendrai jusqu'à nos jours, parce que c'est une critique qu'on entend tout le temps en 2023, c'est non au référendum
parce que c'est un outil plébiscitaire. En gros, c'est une façon pour l'exécutif de se renforcer plus que de donner la parole au peuple, qui est de toute façon, en gros, trop bête pour comprendre la question qu'on lui pose. Je vais un peu vite, mais c'est quand même grosso modo c'est la position des experts telle qu'elle existe encore en 2023. Donc on a une mauvaise réputation du référendum jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, hein, qui c'est 19e siècle, début 20e, et ça, qui n'a pas trop bougé. Et on arrive en gros, en somme, à une période qu'on connaît assez mal, tout en l'enseignant d'ailleurs assez mal également, mais bon, c'est un autre débat, qui est la quatrième République, donc 1946, la fameuse traversée du désert du général de Gaulle. En fait, notre constitution précédente, la constitution de la quatrième République, envisageait le référendum, donc il existait, mais il était conçu pour ne jamais être employé. Vous savez, c'est le grand jeu des démocrates de salon ou des grands amoureux du parlementarisme à tout craint, c'est de faire semblant d'utiliser un outil pour donner la parole au peuple et de surtout ne jamais le sortir des cartons pour ne jamais l'employer. Donc, on avait un référendum qui, un, souffrait d'une mauvaise réputation et qui, deux, lorsqu'il a été, comment dire, institué dans la Constitution de la quatrième République, a une existence sur le papier, mais pas une existence physique. Donc, en gros, les gens n'étaient pas conviés aux urnes. Ce qui va se passer, c'est une histoire qu'on connaît. Je vais vous avouer, Pierre-Yves, c'est une histoire que je connaissais un petit peu, parce que lorsque j'étais, évidemment, j'ai fait mes études de droit, etc., ou ma thèse à la fac, j'en ai entendu parler, comme tout un chacun, mais c'est une histoire qu'on nous apprend, vous savez, par la face la plus lumineuse, par la face la plus évidente, par la face la plus conventionnelle, la plus agréable. C'est-à-dire qu'on nous dit concrètement, c'est la légende qui nous est rapportée, c'est que évidemment le général de Gaulle a mis en place le référendum, qu'il a en tout cas appelé les gens à trancher les questions fondamentales, et que finalement la chose s'est instituée, j'allais dire, presque telle qu'elle. Je vais un peu vite, mais si vous voulez, on minore largement les luttes dans l'ombre, on minore largement les contradictions, les combats fondamentaux qui sont livrés par la classe politique. Donc je résume cette histoire dans mon livre pour dire qu'en fait, en 2023, 1958-2023, les résistances sont les mêmes. Donc concrètement, en 58, qu'est-ce qui se passe? Le général de Gaulle est rappelé dans les conditions qu'on sait, c'est-à-dire la personne n'en veut encore 6 mois avant, puisque le grand jeu politique, vous savez, aujourd'hui, là aussi, c'est de lisser l'histoire. C'est-à-dire que, grosso modo, les sondages en 57 donnent un général de Gaulle dont plus personne ne veut, surtout pas les politiques, et qui, 6 mois plus tard, évidemment, revient et fait ce qu'il faut, on va dire, pour sortir de l'ornière la fin de la quatrième prise dans la crise d'Algérie. Par faire cette histoire que vous connaissez, à mon avis, beaucoup mieux que moi. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on a donc l'instauration d'un instrument, le référendum, qui est, dès la rédaction de la Constitution, qui est mis, cet outil qui est mis, qui est rédigé, qui est intégré dans l'article 3 de la Constitution, qui est en réalité presque le copier-coller de l'article 3 de la Constitution, la quatrième République, sauf que ce que fait De Gaulle, et c'est absolument, j'allais dire, c'est fondamental, c'est essentiel, c'est la matrice même de nos institutions, c'est que De Gaulle va prévoir la rédaction de la Constitution selon ces termes-là, c'est que désormais, et c'est toujours l'égide de nos institutions aujourd'hui, hein, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 1958, pour la première fois dans l'histoire, la souveraineté appartient au peuple. Ça, les constitutions précédentes le disaient plus ou moins, depuis la Révolution française d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Mais surtout, prévoit explicitement que la représentation nationale, c'est-à-dire, j'ai tendance à appeler ça la démocratie quotidienne, hein, c'est-à-dire le vote de la loi, hein, que le vote de la loi est placé non pas sur un piédestal, mais à même niveau que le référendum lui-même. Ce qui veut dire qu'il y a déjà l'inscription que la souveraineté appartient au peuple. Bon, ça, c'est typiquement gaulien, j'ai envie de dire, c'est rien d'étonnant, mais c'est de fixer dans notre Constitution l'idée, encore une fois, j'insiste parce qu'après on va voir ça en détail, l'idée que députés et vox populi sont au même niveau. Il n'y a pas, le référendum n'est pas un accessoire, ce n'est pas un artifice, c'est pas un détail, c'est pas une petite mesure, c'est pas un bémol, et je pourrais continuer comme ça toute la nuit ou toute la journée, c'est bien, le référendum est une alternative au même niveau que le vote de la loi, qui est la démocratie quotidienne. Voilà l'idée matricielle. Nous sommes en 58. Évidemment,
je fais l'histoire telle qu'elle est souvent racontée, c'est que concrètement, c'était pas très évident. Je caricature, hein, c'était pas très évident, mais De Gaulle l'a instauré et il a pu petit à petit mener ses affaires par le biais du référendum. Telle est la fable ou l'histoire officielle qu'on nous raconte. Et en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et c'est pour moi le centre névralgique de mon livre, hein, je le dis clairement, c'est le centre névralgique. En réalité, en 58, on rentre dans une espèce d'exception française, une espèce d'exception de la Ve République, une espèce de période dorée du référendum, c'est que les années de Gaulle sont les années de création, de mise en application, d'affirmation et de respect du référendum. C'est les années de Gaulle, qui durent concrètement évidemment, de l'avènement du général de Gaulle aux affaires, donc en 58, jusqu'au départ du général de Gaulle en 69. On a 11 ans, concrètement, où le référendum est le bras armé de nos institutions, comme c'est écrit dans la Constitution. En gros, les années de Gaulle, c'est une adéquation entre ce qui est écrit dans le texte et ce qui est pratiqué par le politique. Ça paraît aujourd'hui fou de dire ça, parce qu'on n'a plus du tout l'habitude, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, cette adéquation, elle est présentée souvent comme une facilité, comme une simplicité, comme quelque chose qui fait... Vous savez, au début, c'était pas évident, mais avec le temps, ça s'est calmé parce que finalement, De Gaulle a vaincu les partis. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est pas du tout ça. Le référendum, concrètement, je résume les années de Gaulle, hein, et je vous dis, pour moi, c'est fondamental parce qu'en 2023, les interdictions qu'on nous oppose étaient les mêmes interdictions qu'on nous opposait dans les années 60. En gros, rien de neuf sous le soleil. En 58, donc, De Gaulle arrive, il rédige la Constitution, je reprends mon petit fil, et il va... Déjà, c'est une statistique qui vaut ce qu'elle vaut, mais vous savez, des fois, il faut aussi des chiffres, hein, tout de même. Je sais que l'économie ou les statistiques mentent, mais de temps en temps, partons de là tout de même. Les années de Gaulle, déjà, c'est quoi? Les années de Gaulle, c'est ni plus ni moins que 5 référendums en l'espace de 11 ans. Premier référendum sur l'adoption de la Constitution elle-même. On va me dire que c'est une évidence, mais tout de même, le peuple a voté la Constitution. On a 2 référendums sur la crise algérienne, 61-62. On a un référendum sur l'élection du président au suffrage universel direct, le grand référendum sur lequel je reviendrai en 62, et le référendum de 69, qui est un référendum, à mon sens, le plus, peut-être un des plus beaux référendums qu'on ait eu en France, peut-être le plus beau. C'est peut-être mon tropisme personnel, hein, à force de lecture pour ce bouquin, mais un grand référendum qui se voulait un référendum sur la participation, une grande idée gaulienne, et qui est devenu un référendum, j'y reviendrai peut-être, où on y reviendra ensemble après, sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Donc on a 5 référendums en 11 ans. En fait, donc ça c'est encore une fois statistique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que nous envisageons comme ces grands référendums d'époque, ces façons de faire gaulliennes qui ont quelque part, j'ai pas dit que ça a réglé le problème, mais en tout cas réglé une partie de la crise algérienne qui avait eu quand même la peau de la 4e République, puis instituer l'élection du président au suffrage universel direct, qui est quand même aujourd'hui c'est une borne, hein, c'est-à-dire que la 5e République vit au rythme du Raoult présidentiel que nous avons désormais à l'origine tous les 7 ans, désormais tous les 5 ans, qui rythme la vie politique française, à tel point que plus personne n'envisagerait aujourd'hui de ne pas avoir l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Et le référendum de 69 qui va donner lieu au départ du général de Gaulle, puisque c'est le référendum qu'il perd. En fait, ce qui se passe, et c'est ce que je raconte en détail, ce qui se passe, c'est que presque à chaque référendum, personne n'en veut. Personne n'en veut, soit parce que la classe médiatique y est hostile, elle est un peu moins pour la crise algérienne parce que on a bien compris qu'il fallait sortir de la nasse. Donc le référendum est un peu moins contesté aussi parce que c'est les premiers temps de la Constitution, etc. Donc on y reviendra peut-être, mais tout de même. Mais en fait, il faut bien comprendre que le grand référendum de 62, on le dit souvent, mais pour moi, on ne mesure pas l'ampleur de la chose. En 62, lorsque De Gaulle veut poser la question au peuple de l'élection présidentielle, il se heurte à une levée de bouclier qui est générale. Qui est générale parce qu'elle est des juges, évidemment. Le Conseil d'État, à l'unanimité, est hostile au référendum du général de Gaulle. Le président du Sénat qualifie la tactique de forfaiture. Vous savez, Gaston Monnerville, la fameuse phrase qui est restée dans les annales. Hein. Alors, elle n'était pas effectivement complètement dirigée manifestement à l'égard de Gaulle, plus de Pompidou. Enfin, ça donne une idée des relations. Vous savez, la forfaiture, c'est le cas de haute trahison, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une usurpation à la part de Gaulle qui aurait commis un acte de lèse-majesté, en quelque sorte, en utilisant la Constitution pour recourir au référendum. Donc ça, c'est 62.
où en gros, donc, je disais, les juges sont contre, le président de l'Assemblée est contre, l'Assemblée nationale y est hostile, enfin les députés y sont largement hostiles, à part les gaullistes de souche, naturellement, ce qui fait qu'en réalité, De Gaulle, il est sommé d'utiliser l'article 11, j'y reviendrai peut-être sur les détails techniques, mais il est sommé de recourir au peuple parce qu'il sait que les parlementaires sont hostiles. En somme, le référendum est la seule façon pour lui d'imposer une réforme dont personne ne veut. Voilà la raison de son recours au référendum. Et à l'époque, encore une fois, et j'insiste, les débats à l'Assemblée sont extrêmement houleux, je veux dire, on entend des mots d'oiseaux, évidemment, d'un autre niveau en termes de français que la LFI aujourd'hui. Hein. On est d'accord, ça a plus de panache. Hein. Mais on a une gronde fondamentale au niveau de l'Assemblée qui donne lieu à une motion de censure, à l'égard du gouvernement sous l'égide du général de Gaulle, donc gouvernement Pompidou. Je dis ça parce que en 62, donc cette bataille fondamentale, elle est menée de haute lutte à une époque où il y avait certes un conseil constitutionnel, mais les juges étaient faibles, beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui, largement plus faibles qu'aujourd'hui, où De Gaulle avait quand même le vent dans le dos des référendums réussis sur la crise algérienne. Il avait le vent dans le dos, donc il était sorti par le haut de cette crise qui avait eu la peau, encore une fois, de la quatrième. Et malgré tout, la levée de bouclier était absolument totale. Absolument totale. Quel bilan, je continue, hein, mais la petite chronologie, mais quel premier bilan on peut tirer, c'est que on dit souvent, même dans les universités, on dit souvent que en 62 c'était compliqué, mais c'était pas que c'était compliqué, c'est que c'était c'était une épreuve de force, c'était les 12 travaux du général de Gaulle pour imposer l'élection du président au suffrage universel direct. En réalité, ce qui va se passer, c'est que 7 ans plus tard, on a le référendum de 69, je disais, sur la réforme du Sénat et la régionalisation. Et ce qui va se passer là, c'est que bis repetita, la même caste politique qui ne voulait absolument pas de l'élection du président au suffrage universel direct, elle ne voulait pas du grand Barnum présidentiel, va de la même façon monter au créneau. Alors je raconte ça en détail dans le livre, je ne vais pas le faire avec vous là. En fait, on comprend que les mêmes, c'est-à-dire les centristes, la gauche, la gauche, les centristes, la droite non gaulliste, personne ne veut de ce référendum. Là encore, levée de bouclier absolument fondamentale. Et pourquoi cette levée de bouclier est fondamentale? Parce qu'en fait, les partis politiques veulent la peau d'un référendum qu'on leur a imposé 7 ans plus tôt. C'est le match de la revanche. C'est le match retour. Cette fois-ci, on a, si vous voulez, si vous regardez les débats à l'époque, on a les mêmes mots qui sont prononcés. Vous voyez ce que je veux dire? La même bataille, le même duel, la même détestation. Et cette fois-ci, le général de Gaulle perd le référendum de 69 et il démissionne immédiatement, il quitte le pouvoir. Alors, quel bilan tirer de ces 11 années? Et je passerai ensuite à la suite de cette chronologie et avancer un petit peu pour en venir à notre actualité et à ce que ça en dit. Quel bilan tirer de cette chronologie? 11 ans, 5 référendums, 2 sur l'Algérie, 1 sur l'élection du président et 1 sur la régionalisation et la rénovation du Sénat. Ce qui veut dire que, pour le général de Gaulle, pour des questions politiques essentielles, pour des questions institutionnelles fondamentales, pour des questions de révision fondamentale des institutions, pour des questions qui ont trait, vous voyez, à l'architecture institutionnelle, l'architecture du pays, autant que trancher le nœud gordien de la question algérienne, il n'y avait d'autre choix que de recourir à la vox populi. 11 ans, 5 référendums, une habitude prise par les Français, et donc une mise en adéquation, une mise en adéquation, j'ai envie de dire, de la rédaction des institutions avec la pratique des institutions. Et surtout, et je conclurai tristement les années de Gaulle avec ça, c'est que le modus operandi du général de Gaulle et des institutions, c'est de dire que, certes, le référendum est fondamental, mais il implique la responsabilité de celui qui pose la question. C'est-à-dire, vous savez, le vieil adage gaullien, pas de pouvoir sans responsabilité, pas de responsabilité sans pouvoir. En somme, vous référendez parce que seul le peuple a le dernier mot sur les questions fondamentales, mais la conséquence est que lorsque vous perdez un référendum, vous devez partir. La démission est le seul résultat qui s'impose si le référendum ne donne pas le résultat escompté. Nous sommes là en 1969. Ça nous ramène très très loin. Vous savez, c'est à la fois pas loin du tout en termes de nombre d'années, hein, c'est quelques décennies,
et ça nous ramène à un autre temps en termes de pratique politique et de responsabilité tirée d'un échec. Vous savez, j'ai tendance à croire aujourd'hui qu'on en oublie tellement cela. Là, je fais juste une petite aparté, Pierre-Yves, vous m'excusez, mais récemment, on me demandait de commenter je ne sais plus quoi sur un plateau télé par rapport à Attal, le Premier ministre, etc., etc. Et en fait, on en a oublié, vous savez, on en a oublié que la cohabitation ou une perte, enfin une défaite à des élections intermédiaires devrait également, théoriquement, non pas conduire à une cohabitation, mais conduire à la démission de celui qui a perdu les élections. On en a même oublié cela, puisque cette pratique du pouvoir a déserté complètement les allées des institutions générales. Bref, petit aparté terminé. Ce qui va se passer ensuite, c'est très simple, et vous savez, je raconte dans mon livre un passage clé, à mon avis clé, vraiment. Georges Pompidou, donc le successeur du général de Gaulle, conférence de presse à l'Élysée, c'est les vœux à l'Élysée, vous savez, de début 1970. Pompidou a remplacé de Gaulle sur le fauteuil élyséen, et un journaliste lui demande à Georges Pompidou qu'il compte référender. Donc, est-ce qu'il a un référendum en ligne de mire? Pompidou, c'est quand même l'ex-dauphin du général de Gaulle, Premier ministre, je veux dire, qui connaît bien, qui connaît cette pratique, qui l'a vu de près, qui sait comment ça fonctionne. Et surtout, qui a le souvenir de la défaite de son ex-mentor. Donc, vous voyez, le souvenir est quand même puissant. Pompidou dit, sur les marges de l'Élysée aux journalistes qui lui posent la question, il dit, il faut référender, je vais trouver un sujet, parce que si nous ne référendons plus immédiatement, l'outil va tomber en désuétude. Ça veut dire qu'en 70, Georges Pompidou, il a déjà saisi tout ce qu'il a suivi, tout ce qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est qu'en fait, le référendum est une chose fragile. C'est un instrument comme je disais depuis le début, que la plupart des politiques ne voulaient pas. Et Georges Pompidou sait que si on laisse l'instrument de côté, on finira par ne plus l'utiliser. Vous voyez, on va prendre l'habitude de ne plus s'en remettre au peuple parce que déjà, on ne souhaitait pas le faire. Je veux dire, les non-gaullistes, j'allais dire les anti-gaullistes, mais non, les non-gaullistes n'en souhaitaient pas. Ils vont faire le nécessaire pour ranger la chose dans les cartons. Donc Pompidou, en 70, dit ça, il me faut un sujet, je vais en trouver un pour référender. Et ce qui va se passer, c'est que se profile un sujet qui va permettre à Georges Pompidou de remettre l'ouvrage sur le métier, c'est la question européenne. Question européenne, c'est-à-dire que Georges Pompidou se saisit d'une question fondamentale, c'est la question de l'élargissement de la communauté économique européenne, notamment à l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Élargissement que, évidemment, de Gaulle ne souhaitait absolument pas. C'est une autre histoire parce qu'il y a déjà un début, on va dire, de trahison du gaullisme initial, mais admettons, Georges Pompidou va choisir, va se saisir de l'élargissement de la communauté économique européenne pour poser aux Français la question de cet élargissement par référendum. Mais il le fait à la fois, c'est une histoire que je raconte encore une fois plus en détail, hein, il le fait à la fois pour semer la zizanie à gauche, mais également, donc semer la zizanie à gauche, profiter d'un élan que le peuple lui donnerait, mais également remettre, je disais, l'ouvrage sur le métier, réutiliser le référendum. 3 ans après que le général de Gaulle l'ait utilisé pour la dernière fois. Et là, le résultat est intéressant. Pour moi, c'est un référendum très intéressant qui a beaucoup, beaucoup de leçons à nous apprendre sur aujourd'hui. C'est un référendum qui, et vous connaissez cette histoire très bien, Pierre-Yves, de 92, de 2005, je parle de Maastricht ou de 2005 sur la Constitution européenne. Hein. C'est déjà un référendum où au début, on a une participation qui, paraît-il, va être exceptionnelle. Les gens sont contents, ils ont envie de voter. Vous savez, la litanie des débuts de campagne référendaire extrêmement positifs. Et en fait, semaine après semaine, le oui commence à baisser. La participation semble être moins fondamentale que prévu. Et en fait, Pompidou se rend déjà compte que, vous savez, la liesse, l'allégresse pro-européenne, elle est peut-être pas si formidable que ça. Et en fait, ça va se jouer, ça va se rapprocher petit à petit, et ça va donner certes un oui à 60%, qui nous paraît aujourd'hui énorme, mais en fait, c'est un tel désaveu pour Pompidou. Vous savez ce qu'il dit? Il dit à l'époque, c'est un échec personnel. Donc, en fait, il le prend très très mal parce qu'il s'attendait à un oui massif, surtout que la participation est bien moins importante que prévu. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'en fait, et vous allez voir, pour moi, c'est d'une simplicité enfantine. Hein. À partir de 72, nous rentrons dans notre époque, dans notre modernité. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, le référendum va être mis sous le boisseau par les politiques, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand qui ne référendera que contre son gré, j'en dirai 2 mots, Jacques Chirac qui référendera également contre son gré, et aujourd'hui, les successeurs, je parle de Nicolas Sarkozy, évidemment François Hollande et désormais Emmanuel Macron, qui ont
oublier, occulter le référendum pour ne surtout pas se souvenir et ne surtout pas l'utiliser comme on le faisait à l'époque. En gros, et vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Déjà, les années Giscard. Giscard, il est, encore une affaire de statistique, je disais ça tout à l'heure, Giscard, c'est le premier président à ne pas recourir au référendum. Alors on me dira, on me l'a déjà dit, oui, mais il n'y a peut-être pas de grandes réformes. Alors il y a des réformes sociales, il y a des réformes sociétales, il y a l'abaissement de l'âge de majorité, il y a la réforme du Conseil constitutionnel, il y a la question de l'IVG, vous savez, de l'avortement qui, dans les années 70, monte. Toutes ces questions, on aurait pu envisager quand même, vous l'admettrez, qu'il y ait une question qui aurait pu être soulevée par référendum. Évidemment, aucune ne donnera lieu au moindre référendum. Mais comme par hasard, c'est les années où monte, et c'est un système de vase communicant, c'est les années où monte le fameux Conseil constitutionnel. C'est-à-dire au moment où on ne référende plus, où on arrête de référander, où on arrête de poser la question au peuple, qu'est-ce qui se passe? C'est les années où, de la même période, monte le Conseil constitutionnel qui va devenir le fameux gardien des institutions et qui va notamment aujourd'hui, et j'y reviendrai tout à l'heure peut-être, devenir potentiellement l'un des contrôleurs du référendum. Vous savez, aujourd'hui, la question se pose quant à savoir si on peut ou non poser certaines questions au peuple ou non, sachant que le Conseil constitutionnel pourrait mettre en pièces potentiellement la question posée. Donc, comme par hasard, années 70, on arrête de référender et on a une montée en puissance des juges constitutionnels. Ce Conseil constitutionnel va monter en puissance entre 74 et 2023. C'est des marches successives qui vont être montées petit à petit. Les années 81, les années 90, avec évidemment le fait européen qui va monter inéluctablement, puisque on aura Maastricht, etc., je vais y en dire un mot, qui vont petit à petit là aussi tailler des croupières au référendum. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Et on va venir à l'actualité brûlante, parce que vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Dans les années 80, j'en parle dans mon livre, il y a évidemment un référendum, je ne dis pas qu'il est accessoire, mais un référendum un peu particulier, qui est le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui est un référendum voulu par Michel Rocard, qu'il propose à François Mitterrand, qui va poser la question au peuple là-dessus. Mais, et c'est là-dessus que j'aimerais désormais, pour terminer ce premier temps, m'attarder, pour moi, là où tout se trouve, tout le sac de nœuds se trouve, c'est dans nos deux derniers référendums, dans nos trois derniers, mais surtout les grands deux derniers, qui sont les référendums de 92 sur Maastricht et de 2005 sur la Constitution européenne. Parce qu'ils sont le creuset de nos questions actuelles. En fait, je disais, plus personne ne référendera depuis Giscard. Qu'est-ce qui se passe en 92? En 92, Maastricht, le fameux traité de Maastricht, qui institue la citoyenneté européenne, qui permet aux étrangers de voter aux élections locales, qui met en place une bonne fois pour toutes la libre circulation des capitaux, des personnes et des marchandises. Un traité qui va modifier durablement, considérablement, la France, au point de, on pourrait dire, au point de lui ôter sa souveraineté, pour aller vite, mais c'est quand même ça. Je veux dire, c'est le point terminal d'une absence de souveraineté ou d'une disparition de la souveraineté. Ce traité-là, Mitterrand ne veut pas passer par référendum. Il est contraint de passer au référendum, il ne veut pas du référendum, et il dit la chose suivante. Vous savez, ça je le raconte dans mon livre, c'est une phrase qui m'a un peu sidéré, une phrase qu'il tient à la télé, tranquille, vous savez, sur TF1, on lui demande s'il va référander, et la réponse de François Mitterrand, il dit, le référendum, vous n'y pensez pas, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ce qui veut dire qu'un traité qui modifie de façon substantielle la souveraineté nationale, qui va abolir, j'ai envie de dire d'une certaine manière, la souveraineté nationale, on estime que c'est trop compliqué pour la poser au peuple, qui pourtant est le propriétaire de la souveraineté, le titulaire de la souveraineté. Là, tout est dit. Le traité de Maastricht donne lieu à la campagne qu'on connaît, c'est-à-dire, vous savez, le oui qui caracole en tête au début, le oui qui petit à petit va baisser. Évidemment, la campagne de Philippe Séguin, Charles Pasqua, etc., qui va permettre au non de monter, et donc le oui qui l'emporte sur le fil. Mais 92 et ce fameux référendum, pour moi, le fait qu'il soit passé à 51% le oui face à 49% le non, c'est l'avertissement. L'avertissement, c'est-à-dire les politiques se disent attention la prochaine fois, évitez de poser la question européenne au peuple. En 72, je disais tout à l'heure, avec Pompidou, l'élargissement européen, le oui avait été beaucoup moins massif que prévu. En 92, le oui, il passe à deux doigts de la correctionnelle et on va arriver au fameux
dernier référendum que nous avons connu, 2005, avec la Constitution européenne. Et c'est le troisième temps de ces référendums sur l'Europe. 72, un oui prudent. 92, c'était comment dire, le gros choc, mais le choc n'était pas encore advenu puisque on s'est retrouvé avec un résultat à un oui qui est passé d'un iota, d'un chouïa, et un non qui a perdu. Ce qui fait que la situation est simple. 2005, ça va être comment dire, le moment de fermer le couvercle. On a, si vous voulez, on finit l'histoire. On a 72 visé un référendum sur l'Europe globalement positif mais décevant. Un oui de très très courte tête en 92, et en 2005, le grand non va advenir. Ce qui se passe en 2005, c'est une réplique, littéralement, du scénario de 92. C'est-à-dire, je ne vais pas faire la faire en détail, que là on connaît un peu mieux parce qu'elle est plus fraîche. On a donc un référendum, une nouvelle fois, qui est arraché à Jacques Chirac. Jacques Chirac, il a référendé en 2000 sur le quinquennat, ça a donné un oui massif, mais personne n'est venu voter. Donc Chirac, il n'a pas envie de remettre le couvert. Je passe ces détails, et encore une fois, je raconte ça plus en détail dans mon livre. Et en 2005, il ne veut pas remettre le couvert, et il est hostile à l'idée de référander pour demander au peuple de se positionner sur la fameuse Constitution européenne. Mais ce qui se passe, c'est, comme d'habitude, l'histoire le rattrape, Jacques Chirac, c'est que lui qui voulait donc se cacher, se retrouve tout simplement face à une situation politique claire et qui ne l'arrange pas. C'est que de l'autre côté de la Manche, Tony Blair, dans un pays qui n'est pas franchement un pays, comment dire, le pays naturel du référendum, Tony Blair annonce qu'il y aura un référendum en Angleterre sur la question de l'adhésion de l'adoption de la Constitution européenne. Ce qui fait que Chirac se retrouve avec un voisin outre-Manche qui fait le choix d'en passer par le peuple, ce qui fait qu'en France, et c'est la conséquence immédiate, en France, la plupart des politiques qui, juste avant, ne réclamaient aucun référendum, se réveillent et réclament d'un coup un référendum. Donc 2005, on se retrouve devant, une nouvelle fois après Mitterrand, un référendum qui est contraint, qui est imposé presque à Jacques Chirac, des partis politiques qui n'en voulaient pas, mais qui finalement en veulent parce que l'Angleterre va le faire lui-même, même si finalement il aura lieu bien plus tard, c'est une autre affaire, je parle en Angleterre, et donc une campagne qui est littéralement la même histoire que 92, c'est-à-dire un oui qui a priori devrait passer aisément, des partis politiques confiants, et vous savez, l'UMPS, comme disait Jean-Marie Le Pen, qui fonctionne à plein, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, François Hollande, c'est-à-dire va dire, la plupart des gens de droite et de gauche qui s'allient pour soutenir le oui à la Constitution européenne, avec in fine le coup, là pour le coup, le vrai coup de poignard qui survient, cette fois-ci, puisque le non l'emporte à plus de 54%, etc. Et donc cette fois-ci, la grande bascule s'opère. Alors je raconte tout ça parce que, et j'en viens à la situation qui nous intéresse aujourd'hui en 2023, 2024 désormais, depuis quelques jours, vous m'en excuserez, c'est que, en fait, depuis 19 ans, nous vivons sous l'égide de plusieurs de mensonges et de trahisons. La première, ou de faux semblants de mensonges et de trahisons. Premier faux semblant, ou première présentation fallacieuse, on va dire, c'est qu'en 2005, on a tendance à poser, vous savez, à poser le débat, à dire qu'en 2005, on ne s'attendait pas au non, qui a pris tout le monde à part surprise, et donc finalement, les Français ont mal voté ou n'ont pas compris les enjeux exacts en 2005, et que c'est un souci. Alors ce souci a été vite réglé, premier mensonge, première tromperie, puisque le traité de Lisbonne, en réalité, a été, mais ça, je pense que nos spectateurs et nos auditeurs le savent, le traité de Lisbonne a été évidemment conçu, voulu et surtout rédigé de façon à contourner et à faire adopter au forceps la Constitution européenne qui avait été rejetée par le peuple français. Ça, je raconte dans mon bouquin, moi, pour l'histoire que tout le monde connaît, mais parce qu'en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, je ne vous cache pas, dans l'histoire de Lisbonne, c'est qu'en fait, dès le nom, le jour même du nom, tout était prévu juridiquement parlant, politico-juridiquement parlant, tout était prévu en réalité pour contourner le non potentiel à la Constitution européenne. Donc en fait, c'est un mensonge de dire finalement on a trouvé, vous savez, une solution de secours, etc. Pas du tout. La solution de secours, elle était déjà dans les cartons. Elle s'appelait pas encore traité de Lisbonne, mais le traité de Lisbonne est l'aboutissement de cette solution de recours qui était là depuis le début. Deuxième mensonge qu'on dit souvent, c'est qu'on dit effectivement c'était une surprise. En réalité, et ça c'est vraiment ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est pas du tout une surprise, parce que déjà, dans je vais dire, ce triptyque que je raconte, les trois référendums sur l'Europe, si on les prend, vous savez, l'un après l'autre, on a une réponse très simple. En 72, les Français n'étaient pas extatiques sur la question européenne.
on va dire ça comme ça. En 92, ils étaient franchement méfiants, d'où le oui très limite. Et finalement, en 2005, ils tirent le fil, les Français tirent les conséquences de comment dire, leur désamour progressif. Donc 2005, moi, c'est pas une surprise, c'est le résultat logique des scrutins de 72 et de 92. Il suffit de tracer un trait entre ces trois scrutins et on s'aperçoit que le référendum de 2005, c'est une conséquence logique et inéluctable. Troisième problème, qui nous ramène encore à l'actualité, troisième problème, c'est que nous disons, enfin nous, évidemment pas moi, mais tout le monde nous dit depuis 19 ans qu'on ne peut plus référander. Alors on trouve toutes les excuses du monde. Hein. Je prends un exemple, d'ailleurs je dis du monde, issu à la fois du monde en général et du monde le journal. Le Monde publie un dossier l'année dernière qui s'intitule de la façon suivante, le référendum est-il démocratiquement correct? Toujours très drôle de présenter les choses ainsi. Le référendum est-il démocratiquement correct? Parce qu'en fait, on a trouvé toutes les arguties et tous les mensonges du monde pour prétendre que le référendum n'est pas démocratique. Alors, il ne serait pas démocratique parce que il est risqué, parce que le peuple ne connaît pas les questions, le peuple n'est pas compétent, on a besoin d'experts, le peuple ne peut pas trancher les questions, le peuple est inculte et incompétent, vous savez, ça c'est une vieille histoire, ne jamais faire confiance au peuple. Et alors, on a aussi trouvé la dernière, comment dire, le dernier pis-aller, qui est de prétendre que de toute façon, dans nos systèmes démocratiques complexes que nous avons aujourd'hui, fait de réglementations en tout genre, vous savez, de notes de bas de page, vous voyez, de théorie du post-it, des notes de bas de page partout pour ne jamais rendre les documents digestes. De toute façon, les problèmes sont devenus trop compliqués pour être rendus limpides par une question posée aux Français. Trop simple en quelque sorte, c'est trop simplificateur. Donc on a rajouté tout ça pour à chaque fois dire en fait on ne peut plus référander. Et alors là évidemment on va arriver, et je pense que nous pourrons en discuter, je pense que ça vous étonnera absolument pas, on arrive dans pour moi le dernier temps du problème qui ne peut que passionner les souverainistes de tous bords, c'est que le référendum est la dernière arme qui d'une manière ou d'une autre peut secouer le droit de l'Union européenne. C'est-à-dire que, pour faire simple, on a deux façons de poser la question au peuple, deux procédures. L'article 89 de la Constitution, qui permet de poser la question au peuple, mais en passant d'abord par le canal des parlementaires. Donc, vous savez, ça veut dire qu'il faut réviser les institutions, je ne rentre pas dans le détail, mais pour cette grande révision, on passe par le Parlement, Assemblée plus Sénat, et éventuellement par la question posée au peuple dans un second temps. Ou alors, le fameux article 11 dont on débat pas mal ces derniers temps, depuis 6 mois, 1 an, l'article 11 qui permet de poser la question directement au peuple français. Et je rappelle dans mon livre que dans les années 60, dès que De Gaulle a posé la question au peuple, il est passé par le canal de l'article 11. C'est-à-dire que la question du suffrage universel direct, de l'élection du président au suffrage universel direct, le référendum de 62, comme celui de 69 sur le Sénat, a donné lieu, pour De Gaulle, à un passage par l'article 11 qui permet de poser la question en direct au peuple français. Et il l'a fait à l'époque pour une raison simple, comme je le disais tout à l'heure, une raison simple, c'est qu'il savait d'avance que le Parlement allait être contre lui. Donc il voulait réviser les institutions en posant la question au peuple en direct. À l'époque, les juges, je le disais, étaient vent debout en disant qu'on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Le Conseil constitutionnel s'est quelque peu défaussé, c'est une histoire que je raconte, je ne vais pas rentrer en détail là, mais globalement, la communauté juridique, la communauté politico-juridique considérait que c'était un coup de force de De Gaulle et que c'était, on va dire, illégal au sens de la lecture stricte du texte constitutionnel. Or, en 2023, on a eu tout un débat sur la loi immigration, on a eu tout un débat qui se poursuit d'ailleurs sur les questions notamment de fin de vie, quant à savoir si on pouvait poser la question aux Français sur ces questions, si on pouvait soumettre cette question au peuple en direct par le biais du référendum. Et en fait, je m'aperçois, et c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer tout au long de mon livre, c'est la question qui, pour moi, sous-tend tout le livre et qui se résout à la fin de mon récit, en quelque sorte, c'est qu'en fait, ce qu'on nous démontre ou ce qu'on nous dit, qu'on nous vend comme étant impossible, vous voyez, poser l'immigration au peuple, soumettre une question au peuple en direct, tout ce qu'on nous dit sur ces questions en disant on ne peut pas le faire, moi je prétends que c'est exactement l'inverse. Si on analyse la situation actuelle à l'aune de la lecture de nos institutions et la pratique gaullienne, de toute façon, rien ne serait possible si on admet une seule seconde le carcan qu'on nous a imposé. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, comme je le disais, le Conseil constitutionnel est venu et a pris du pouvoir, le fait européen est monté, la Cour de justice de l'Union européenne est arrivée, la Cour européenne des droits de l'homme, etc., etc. Je raconte ça en détail. Mais en fait, aujourd'hui, on nous dit,
on ne peut pas poser ces questions, et moi j'ai envie de répondre, et c'est vraiment pour moi le raisonnement qu'il faut le tenir, hein, c'est que de toute façon, de toute façon, De Gaulle savait à l'époque que, c'est une phrase que j'aime beaucoup de lui, c'est que ce que le souverain fait, seul le peuple peut le défaire. Ça veut dire que de toute façon, le peuple seul peut décider de la maîtrise de son destin. Et il fait et il défait. En 92, sur le traité de Maastricht, ça je vous assure, ça c'est quelque chose de dingue, sur le traité de Maastricht, Robert Badinter, qui est président du Conseil constitutionnel, hein, pas rien quand même, dit, lors des délibérations sur le traité de Maastricht, qui posait question de souveraineté, etc., Robert Badinter dit ce que le peuple juge, lorsque le peuple parle, les juges se taisent. Ça veut dire que la parole du peuple ne peut pas faire l'objet d'une contradiction par le biais des juges. Quand le peuple parle, les juges se taisent. Je crois que la phrase est forte, hein, Robert Badinter. Et ce que je dis aujourd'hui, moi, c'est qu'en 2023-2024, en réalité, nous sommes dans la même situation, l'éternelle situation de poser une question dont on nous explique par avance qu'on ne peut pas la poser, alors que de toute façon, c'était le jeu auquel le général de Gaulle a dû jouer parce qu'on l'a forcé à, comment dire, à poser la question au peuple parce qu'il savait très bien que de toute façon, les questions qu'il allait poser seraient censurées par le pouvoir politique et censurées par les juges. Ce qui veut dire qu'en 2024, et c'est ma conclusion et pour moi la thématique actuelle, en 2024, lorsqu'on explique que soit on ne peut pas faire de référendum, soit qu'on devrait réviser les institutions pour avoir le droit de poser telle ou telle question. Vous savez, intégrer les questions dans l'arsenal constitutionnel. Soit qu'on aurait à respecter intégralement le droit de l'Union européenne et que sinon, le référendum serait brisé par le droit de l'Union et par la batterie de règles françaises prises sur le fondement du droit de l'Union. Moi, j'ai envie de répondre à tous ces gens. C'est pas le problème parce que de toute façon, une vraie pratique du référendum, c'est de considérer que toute question, même illégale, même non constitutionnelle, sont légales, deviennent légales à condition qu'elles obtiennent l'approbation du peuple. Le peuple, s'il dit oui à une question, rend légitime et légale la question et la réponse qu'il lui donne. C'est pour ça que pour se libérer du carcan, vous savez, la seule chose qu'il faut faire, c'est revenir à une pratique initiale du référendum à la façon de Gaulle, qui de toute façon est conforme à la fois à l'esprit des institutions et permettrait de libérer le référendum du carcan et des chaînes qui pèsent sur lui depuis maintenant des décennies. Merci beaucoup, cher Guélin. Non, j'avais juste une question pour vous, à vrai dire, parce que bon, il y a un exposé assez limpide. Après, est-ce qu'on n'est pas face à la fin à la fin d'une forme politique? Est-ce qu'on n'est pas parce qu'on n'est pas face à la fin du gouvernement euh, est-ce qu'on n'est pas face à la fin du système représentatif? Le système représentatif, ça a été fait, Bernard Manin l'explique très bien, pour éviter la question démocratique. Mmh. Bon, c'est ça avant tout, hein. Donc voilà. Vous savez, je pense que la crainte que j'ai, pour revenir vraiment sur ce que vous dites sur la question représentative, hein, la crainte que j'ai petit à petit, c'est que le référendum, l'oubli ou plutôt l'ensevelissement du référendum témoigne d'un autre problème, qui est la disparition tout simplement du principe électif, du vote. C'est-à-dire qu'en fait, si je résume la situation française aujourd'hui, évidemment un gros trait, hein, je suis d'accord que c'est un peu plus compliqué que ça, mais tout de même, on a grosso modo une élection présidentielle qui est réglée avant même qu'elle se tienne, puisqu'on organise les conditions d'un second tour où on a le bien contre le mal, les méchants, les bons, les gentils, etc. Donc on a réglé le problème, ça devient une fable pour cancre de sixième, ou même de CM2, parce que je crois que quand on est passé au collège, on a un peu plus de complexité de ça dans la tête, mais peu importe. On a ensuite des élections intermédiaires, législatives, départementales, régionales, etc., qui concrètement ne suscitent plus aucun électrochoc, à peu de choses près, hein, je veux dire, les choses continuent vaille que vaille, et donc on a la disparition du dernier outil qui mettait du risque dans la matrice politique, qui s'appelle le référendum. Je dis toujours risque parce que vous savez, je crois profondément que l'idée de poser une question au peuple met de l'incertitude dans la balance. Vous mettez de l'incertitude. Finalement, d'ailleurs, c'est l'histoire que je raconte dans mon livre, la plupart des référendums post-De Gaulle n'ont jamais donné les résultats attendus, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu
il y a toujours eu de l'expectative et de l'incertitude, jusqu'au coup de Trafalgar de 2005. Donc moi, je pense surtout que depuis 18-19 ans maintenant, nous n'avons plus de référendum parce que on a destitué évidemment le peuple, on a aboli une politique à l'ancienne, on a aboli le risque, donc la responsabilité. Il n'y a plus de pertes, plus d'échecs, donc plus de démissions. On ne perd plus de référendum, on ne perd plus d'élections. Et lorsqu'on perd des élections intermédiaires, on n'en tire jamais les conséquences. Hein. L'adage pas de pouvoir sans responsabilité, pas de responsabilité sans pouvoir a disparu depuis bien longtemps. Donc pour vous répondre clairement, moi je pense surtout que on a définitivement confié les clés du camion à quelque chose d'autre. Quand je dis quelque chose d'autre, je suis volontairement flou, parce que ce quelque chose d'autre, c'est comment dire, les mandants à qui nous rendons des comptes. Ça se joue ailleurs. Et en fait, le référendum, ça se joue ailleurs. Quand je dis ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, l'Europe, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne rendent soit des décisions, soit des jugements ou des arrêts, s'agissant de la Cour de justice, qui de toute façon, par un effet, vous savez, on dit beaucoup de ruissellement, mais sous un tout autre mode, s'applique de fait dans la politique française. Donc, de toute façon, nous sommes conditionnés par tout cela. Mais j'ai tendance à croire, vous allez me prendre pour un naïf ou un ingénu, ou peut-être que je le suis, hein, c'est possible, mais je crois qu'en fait, imaginez un référendum qui pose une question tranchée. Je donne un exemple simple, hein, d'accord? Imaginons un référendum qui pose la question de la suppression du droit du sol. Exemple un peu excessif, peut-être, mais pourquoi pas? Imaginez un référendum sur la question. Ça veut dire que, de fait, si les Français répondent oui à ça, vous taillez par la force des choses un coup de poignard dans un ensemble de réglementations qui dépasse largement le ciel a priori des possibles. L'Europe, évidemment, la Convention des droits de l'homme, la réglementation en général, toutes les implications françaises de tous ces impératifs de droit international, tout ça est mis à mal par un simple oui à une question qui est posée. J'ai pas dit qu'après les conséquences sont pas pratiques, elles sont pas énormes. Exemple, le Conseil constitutionnel, par la voix de Laurent Fabius, qui a déjà dit que le Conseil ne manquera pas de sanctionner les mauvaises questions. On comprend ce que ça veut dire par là. Vous savez, la fameuse leçon de droit qu'a donnée Laurent Fabius avant les élections présidentielles, dans la ligne droite des présidentielles. Il n'empêche, je pense que quelque part, ça donnerait une sorte de coup de massue à tout ce qui pèse sur nous depuis bien longtemps. Quitte, après, à jouer un bras de fer terrible pour appliquer un tel référendum. Mais je pense qu'il faut commencer à un moment, à un morceau, et je pense qu'on est arrivé à un tel carcan et un tel déni et une telle gronde qu'il faudra bien trouver une porte de sortie, une voie, une sorte d'issue politique. Et je crois que le référendum pourra peut-être l'être avec quelqu'un qui aura le courage de le faire, évidemment. Merci beaucoup, cher Guélin. Merci Pierre-Yves, merci pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.